Bonsoir mesdames et messieurs, et permettez-moi pour commencer, au nom de l'équipe des Mardis des Bernardins, de vous présenter nos vœux les plus sincères. Que les rencontres de nos mardis au collège vous apportent réflexion et ouverture, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Lors du débat, souvenez-vous, sur le Pacs, le Premier ministre de l'époque et son garde des Sceaux déclaraient de façon claire que l'adoption par des couples de même sexe était exclue du projet de loi. Et voilà que 14 ans plus tard, cette réforme est présentée par un gouvernement d'une même couleur politique qu'à l'époque comme un progrès nécessaire. Doit-on parler alors d'un revirement ? Y en a-t-il d'autres ? Beaucoup de nos concitoyens s'interrogent aujourd'hui, nos politiques ont-ils la mémoire courte ? C'est en tout cas à cette question que nos trois invités vont être invités à répondre devant vous, à commencer par vous, François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, vous enseignez la philosophie d'une part, mais vous êtes aussi un élu, vous êtes adjoint au maire de Versailles, en charge de la jeunesse et de l'enseignement supérieur. Vous êtes donc philosophe et homme politique, bienvenue. Jean-Daniel Lévy, vous êtes, directeur du département politique et opinion de l'Institut de sondage Harris Interactive, et à ce titre, un observateur avisé de l'évolution de l'opinion. Enfin, François Dorcival, vous êtes journaliste bien connu, homme de presse, éditorialiste et directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, sans oublier bien sûr que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. François Dorcival, est-ce que l'exemple que j'ai choisi en introduction vous semble pertinent pour évoquer ce qui serait une perte de mémoire, ou en tout cas une mémoire courte chez nos politiques? Non, il était provoquant. Il est naturel, puisque nous-mêmes nous le citons, cet exemple. Mais vous avez cité deux personnalités politiques, le Premier ministre et le garde des Sceaux de l'époque. Oui. Le garde des Sceaux de l'époque, c'est Élisabeth Guigou. Le Premier ministre, c'est Lionel Jospin. Lionel Jospin n'a jamais varié. Il n'a pas varié, il a maintenu ses positions. Élisabeth Guigou, aujourd'hui, elle est élue, mais elle n'a pas de fonction. Donc, Georgina Dufoy, par exemple, qui fut ministre de François Mitterrand, n'a pas changé de conviction. Et je sais qu'elle a dit publiquement dans la vie qu'elle défilerait dimanche. Donc, les hommes politiques, tout dépend des circonstances, tout dépend de la situation dans laquelle ils sont, des responsabilités qui sont les leurs et du cadre dans lequel ils s'inscrivent. Précision, le président de la République, avec lequel ils ont été élus, a adopté des engagements. Ou bien ils étaient élus avec lui et ils adoptent les engagements, ou bien ils ne l'étaient pas. Donc, votre exemple, il est tout à fait intéressant. Il est provoquant par rapport à la situation actuelle. Si nous allons dans les idées générales, moi je vous dirais évidemment, éditorialiste, surtout ne pas croire des déclarations de gauche. Mais je pense que mes camarades de droite diraient la même chose. Ouais. Est-ce que vous avez vos exemples à vous? Alors, est-ce que vous trouvez le mien pertinent ou est-ce que vous préférez en présenter d'autres de ce manque de mémoire? François-Xavier Bellamy, si vous me permettez. Je crois que vous l'avez présenté d'une façon qui était encore un peu prudente. En réalité, non seulement M. Jospin et Mme Guigou promettaient qu'ils n'étaient pas favorables au mariage et à l'adoption des personnes de même sexe, mais ils promettaient, et Mme Guigou en particulier, que le Pacs ne serait pas la première étape, mais même une façon d'éviter le mariage des personnes de même sexe qu'elle disait réprouver. Et elle a eu des mots extrêmement forts à la tribune de l'Assemblée nationale, au moment du débat sur le Pacs, pour dire pourquoi elle pensait que le mariage, c'était la filiation, et que la filiation, c'était nécessairement l'altérité sexuelle. De ce point de vue-là, on est quand même en droit de se demander, me semble-t-il, ce que sont devenues ses convictions aujourd'hui. Soit Mme Guigou disait cela d'une façon un peu légère, elle n'avait pas tellement réfléchi à la question, elle le disait rapidement, mais je crois qu'il y a une forme d'inconséquence. Soit elle le disait en ayant bien réfléchi, et dans ce cas, que dit-elle aujourd'hui ? Il se trouve que les journalistes, heureusement, ont la mémoire que les politiques ne veulent pas avoir, et que Le Monde est allé demander à Mme Guigou quel était son avis à la suite de ces déclarations. Et elle a déclaré la chose suivante, qui est tout à fait incroyable, me semble-t-il. Elle a déclaré qu'à l'époque, l'enjeu, c'était de faire adopter le Pacs, et qu'il fallait rassurer les gens. Ce qui signifie, au fond, qu'elle déclare publiquement, dans un média national, qu'elle a pris les citoyens pour des abrutis, en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'il n'était pas encore prêt, ou en tous les cas, elle considère que son progressisme est tellement avancé et tellement sûr de lui qu'il faut que les citoyens, en quelque sorte, s'y acclimatent. Autrement dit, ça n'est plus la volonté générale qui se détermine dans le champ législatif, mais c'est la volonté d'une minorité qui guide le peuple encore aveugle vers les lumières qui lui préparent. Parce que nous avons été témoins de ce que vous décrivez il n'y a pas plus de 5-6 semaines ici même, lors d'un débat sur ce sujet, où les représentants du gouvernement nous affirmaient que la procréation médicalement assistée ne serait pas au programme. Elle n'y sera pas. C'est peut-être pas le seul sujet sur lequel il y a une forme de duplicité de la part des responsables politiques. Alors, quelle est votre vision de quelque chose qui ne correspond pas exactement tout à fait au fond de leur pensée. Il y a une évolution des politiques, mais il y a également une évolution de la société. Oui. Et à travers toutes les enquêtes d'opinion qu'on a pu mener, et lorsqu'on effectue un suivi dans le temps et qu'on remonte, par exemple, au début des années 90, il y a une vraie évolution de la société française. On peut s'en féliciter, on peut la critiquer, mais indéniablement, en 97, lorsqu'il y a eu le débat sur le Pacs, et par la suite l'adoption à la fin des années 90, une société française qui était contre le mariage pour les homosexuels, contre l'adoption pour les couples homosexuels. Aujourd'hui, l'état de la société française a changé. Les responsables politiques peuvent évoluer, mais les Français eux-mêmes évoluent. Et aujourd'hui, encore une fois, sans jugement de valeur, on peut voir que dans toutes les enquêtes qui sont menées, il y a une part majoritaire de la population française qui dit « nous sommes favorables non seulement à mariage pour les homosexuels, mais également, et ça c'est valable depuis 3-4 ans, à l'adoption également par les couples homosexuels ». Donc on peut dire « oui, les responsables politiques ont une mémoire courte, oui, les responsables politiques aujourd'hui adoptent des lois qu'ils avaient promis par le passé qu'ils n'adopteraient pas ». On peut également s'interroger sur la cohérence, dans une certaine mesure, entre la manière dont les responsables politiques se positionnent au regard d'une partie de l'opinion. Je souhaite relancer le débat. Alors, est-ce qu'il y a des sujets, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y avait, en 90, fin des années 90, une cohérence entre l'opinion et les représentants, et aujourd'hui, une forme de cohérence entre ce que disent les responsables politiques et la manière dont se positionnent Alors, les Français. écartons-nous de cet exemple, essayons d'en prendre d'autres. Quels sont, pour vous, les symptômes ou pas de cette évolution du comportement des politiques par rapport à la capacité à se souvenir de ce qu'ils ont fait et dit précédemment? En général, les responsables politiques ont une mémoire extrêmement sélective. Oui, absolument. Mais les Français ont aussi une mémoire extrêmement sélective. Oui, tout à fait. Les Français entendent ou retiennent absolument ce qu'ils ont envie d'entendre ou ce qu'ils ont envie de retenir. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en général, on voit, nous, dans les logiques d'opinion, que les uns et les autres ont une forme de représentation du monde, une forme d'analyse de la société française, une forme de représentation de ce que doit être la société française. Ils apprécient un responsable politique, ils n'apprécient pas un responsable politique, et puis par la suite, s'ils n'ont pas forcément été heurtés, ils vont considérer que ce qu'a dit le président de la République ou ce qu'a dit tel responsable politique va ou ne va pas dans leur sens, donc va les marquer ou ne va pas les marquer. Je vais vous prendre un exemple. En 2005, Nicolas Sarkozy avait évoqué l'idée qu'il pourrait y avoir une réflexion autour de la modification du droit de vote en France et la capacité pour les étrangers à pouvoir, dans le cas des élections municipales, voter. On interrogeait en permanence les Français sur ce qu'ils avaient entendu, sur ce qu'ils retenaient des prises de position de l'alors ministre de l'Intérieur. Ce qui est sidérant, c'est que toute une partie du peuple de droite n'a jamais entendu Nicolas Sarkozy prononcer ces propos. Ils l'ont occulté. Jamais occulté. On les interroge avant, pendant, après, et les personnes qui sont honnêtes nient farouchement que l'alors candidat potentiel à l'élection présidentielle ait pu tenir de tels propos. Tant et si bien que quand des journalistes ont interpellé le président de la République en disant « vous revenez quand même sur un engagement de pré-campagne », une partie du peuple de droite dit « Nicolas Sarkozy n'a jamais dit ça ». Donc il y a cette forme de mémoire sélective qui existe de la part des responsables politiques qui vont se souvenir plus ou moins bien de ce qu'ils ont pu dire à un moment passé, mais également une opinion qui, à partir du moment où elle se sent heurtée, où elle se dit « c'est pas possible que Nicolas Sarkozy dit ça », va complètement l'occulter de ses représentations et en aucun cas le marquer comme étant un des faits d'armes de l'ancien ministre de l'Intérieur. Alors il faut distinguer entre hommes d'État et puis les autres en politique. Alors je vais prendre, on dira qu'il y a prescription puisque c'est une anecdote qui remonte à 30 ans et plus. Je vais prendre deux anciens présidents de la République. Le premier, Valéry Giscard d'Estaing. Au mois d'octobre 1975,
1975, un an après son élection, il rend une visite officielle en Russie soviétique. En Union soviétique, il va être reçu par Léonid Brejnev. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dépose une gerbe de roses devant le mausolée de Lénine. Évidemment, stupeur de son électorat de droite. Pourquoi le faisait-il? Ce n'est pas parce qu'il avait oublié qui était Lénine. Il le faisait parce que, naturellement, nous étions en pleine négociation d'Helsinki sur l'amoindrissement, l'affaiblissement de l'affrontement idéologique entre l'Est et l'Ouest, et qu'il voulait calmer les Soviétiques avant de les rencontrer et de discuter avec eux. Bien. Donc, nous sommes en octobre. Ce voyage avait naturellement été préparé par des voyages précédents, et notamment de son Premier ministre, Jacques Chirac, qui deviendra lui aussi président de la République. Jacques Chirac était en mars 1975 à Moscou. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait lui aussi déposé le premier, en quelque sorte dans la chronologie, des roses devant le mausolée de Lénine. Personne ne l'avait vu. Mais il l'avait fait. 9 ans après, j'accompagne Jacques Chirac, Premier ministre de François Mitterrand, dans un voyage à Moscou. Et Jacques Chirac avait l'habitude de recevoir les uns derrière les autres, les journalistes dans la cabine qui était réservée au Premier ministre, et donc nous bavardions avec lui. Il me prend avec lui, nous bavardons, et je lui dis, mais enfin, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous vous rappelez de l'idée qu'avait eue Giscard de déposer des roses devant le mausolée de Lénine? Il me dit, mais c'est insensé, jamais je n'aurais fait une chose pareille. Et il me voit, j'avais la photo avec moi, naturellement je dirais par courtoisie et par respect, je l'avais conservé par devers moi, mais il me voit interdit. Il me dit, il y a une chose, parce qu'il avait compris que, bon, il y a une chose que vous avez, vous les journalistes, c'est que vous avez toujours des archives. Il me dit, on ne fait pas de la politique avec des archives. Et ça, je crois que Jacques Chirac sera ensuite chef de l'État, comme Giscard l'était. On ne fait pas de la politique avec des archives. Tout simplement parce que, comme l'a parfaitement analysé Jean-Daniel Lévy il y a un instant, l'opinion ne le suit pas, tout simplement. Et Chirac ne pouvait pas supporter d'avoir lui aussi fait le même geste qui avait été tant critiqué quand il s'agissait de Giscard. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec John Kenneth Galbraith, l'économiste et conseiller des chefs d'État américains, quand il théorise ce que vous êtes en train de dire, à savoir, en politique, rien n'est plus admirable que d'avoir la mémoire courte? Alors là, moi, ça m'interpelle, dit comme ça. Est-ce que ça vous... Tout dépend de la façon dont on envisage la politique. Si la politique, c'est le jeu qui consiste à prendre et à conserver le pouvoir, alors oui, de fait, la plus grande qualité, c'est la capacité à l'oubli. Parce que l'oubli rend capable d'agir. Le fait d'être donné tout entier à l'instant présent, d'être capable de saisir l'opportunité, d'être à l'écoute précisément de l'opinion, alors oui, en effet, l'oubli est une grande qualité politique. Mais l'action politique s'inscrit dans une durée, elle s'inscrit dans une mémoire. Bien sûr, mais si maintenant la politique sert à construire l'action collective au service du bien commun, alors, pour le coup, on peut dire que dans ce sens-là, l'oubli est un grand défaut. Parce que l'oubli est aussi ce qui conduit à l'imprudence. Et de fait, un peuple d'ailleurs, un individu comme un peuple apprend par l'expérience. L'expérience nous instruit, l'expérience nous empêche de reproduire les erreurs que nous avons commises dans le passé. Un peuple qui oublierait son expérience, un peuple oublieux serait évidemment un peuple qui s'exposerait à revivre. Monsieur Bellamy, si on vous suit, c'est démocratie ou pas démocratie alors? Parce que oui, tout à fait. C'est conquête du pouvoir en démocratie, c'est mensonge et... Je crois qu'en fait, il faut bien s'entendre sur le sens du terme et que quand on dit que la politique suppose l'oubli, que la politique suppose l'art de l'opportunité, alors on parle de la politique comme d'une tactique, comme d'une pratique politique d'exercice ou de conquête du pouvoir. Lorsqu'on parle de la politique, au contraire, comme service du bien commun, et les deux ne sont paradoxalement pas incompatibles. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche à saisir et à garder le pouvoir, et c'est peut-être la tension, la contradiction qui est au cœur de l'activité politique, lorsqu'on cherche à saisir et à conserver le pouvoir, on est nécessairement contraint à cet exercice tactique, notamment dans une démocratie, mais pas que dans une démocratie. Vous savez, le premier qui ait théorisé
la faculté d'oubli des peuples, c'est Machiavel. Machiavel n'est pas un grand démocrate. Et pourtant, Machiavel enseigne aux princes qu'on ne gouverne jamais longtemps contre l'opinion, qu'on ne gouverne jamais longtemps contre son peuple. Donc je ne crois pas qu'il y ait là un rapport particulier à la démocratie. Je crois simplement que la question qui est posée, c'est la question de savoir quelle est la finalité de l'action politique. Et de ce point de vue-là, il me semble que la politique est habitée par une tension irréconciliable entre la question précisément de l'exercice du pouvoir et la question de sa finalité. Oui, on peut prendre deux exemples relativement récents. Jacques Chirac a été cité, on peut l'utiliser. Il a fait campagne en 1995 et il a gagné notamment contre Édouard Balladur, en tout cas dans son camp politique, autour d'une promesse, la réduction de la fracture sociale. Les Français y ont cru sans trop y croire en même temps. C'est-à-dire que voilà, ils ont bien entendu d'ailleurs la phrase de Jacques Chirac qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les entendre ». Donc ils étaient... Pasqua. C'est Pasqua qui l'avait utilisé. Chirac qui était un as dans cette affaire. Et qui aurait pu le dire également. C'est un journaliste, il a de la mémoire. Absolument, c'est le drame des journalistes. On est dans cette situation où les Français l'élisent, où ils se disent que malgré tout la promesse républicaine va être réinstaurée et qu'il va y avoir une intervention forte de la part de l'État, qu'il va y avoir une interrogation autour du rôle de l'impôt, de la fiche de paye. Et puis, quelques semaines plus tard, après son élection, revirement complet et une politique qui est présentée ou qui est vécue de la part des Français avec un gros mot qu'on n'utilise jamais en France en politique, c'est-à-dire une politique à caractère libéral. Et dans ce contexte-là, la politique qui est menée par Alain Juppé en matière de réduction des déficits et notamment autour des systèmes de retraite et également d'assurance maladie ne passe absolument pas. Pourquoi, disent les Français ? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une rupture. Il y a une rupture entre la promesse, le contrat qui a été passé entre le peuple et son premier représentant qui est le président de la République, et puis une application qui est une application quasi immédiate. On a vu cette sorte de rupture qui a été vécue de manière extrêmement différente lorsqu'il y avait le sentiment que la nécessité s'imposait. C'est le cas, par exemple, du discours de Toulon de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 sur une politique qui était une politique d'intervention de la part de l'État, de réduction des déficits, de réduction de la part de l'État. Et à Toulon, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il reparle d'intervention de l'État. Il reparle également potentiellement de commande publique. Il parle également d'investissement et ce qu'il laisse préfigurer d'investissement sur le long terme. On a parlé éventuellement d'emprunt. Donc c'est un revirement par rapport à la promesse pour partie de 2007. Mais pas sur le fondamental. Sur le fondamental, c'est le politique est là pour agir. La perception en 1995, c'est que la politique était là pour remettre du lien social et que ça n'était pas forcément la politique qui devait être suivie par le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé. À l'inverse, inversion potentiellement de la place de l'État en 2008 avec le discours de Toulon, mais pour autant, ça n'apparaît pas comme étant une rupture sémantique profonde. Donc, on est dans une démocratie où les Français ont bien compris qu'on n'était pas forcément dans une démocratie impérative et qu'il y avait un mandat où les responsables politiques devaient s'engager, devaient ne pas rompre complètement le contrat de départ, mais qu'il y avait quand même cette forme de latitude qui pouvait exister en fonction des circonstances et en fonction de la situation du pays. On peut continuer. Vous avez cité Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, je vais vous citer François Hollande. Les communistes viennent de lui envoyer une carte de vœux qui est une sorte de numéro de sketch vidéo exceptionnel, puisque ce ne sont que des déclarations de campagne présidentielle de François Hollande. Et ces déclarations présidentielles portent sur « je renégocierai le traité européen », qu'il a fait adopter sans y changer une virgule, c'est « je n'augmenterai pas la TVA jusqu'au mois de septembre ». Maintenant, on sait que dans un an, elle augmentera. Et ainsi de suite. L'énumération des promesses de François Hollande sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, en utilisant d'ailleurs Sarkozy, etc. Je mets des impôts massifs sur les entreprises, et ensuite je leur restitue 20 milliards sous la forme de crédit d'impôt, etc. Et donc, toutes ces déclarations de François Hollande soutenues par les rires du public. Ça veut dire que, effectivement, ça correspond bien à votre interpellation, qui est que le public ne croit pas les promesses des hommes politiques. De ce point de vue-là, il faut peut-être faire remarquer, c'est une remarque de détail, mais que nous sommes peut-être face à un phénomène tout à fait nouveau. Il est tout à fait possible qu'Internet rende la mémoire aux responsables politiques et aux Français,
Parce que rendre la mémoire. La mémoire, parce que ce type de réalisation n'aurait jamais pu avoir lieu en dehors de l'accès au numérique, parce qu'aujourd'hui, avec l'accès à Internet, eh bien, vous pouvez retrouver la totalité des engagements de campagne de n'importe quel candidat à n'importe quel moment. Et donc, c'est un vrai piège pour le responsable. On appelle ça, l'anglicisme qui va bien, c'est fact-checking. Hein, c'est ça. C'est une tendance de fond, ça. C'est récent. C'est-à-dire qu'on a vraiment maintenant, aujourd'hui, dans l'opinion, des gens qui contrôlent ce qui a été dit, la façon dont on l'a appliqué, renié. Oui et non, parce qu'en même temps, les hommes politiques sont liés par les facts, comme vous dites. Non pas le checking, mais les facts. C'est-à-dire que pourquoi François Hollande fait-il, sur un certain nombre de points, pas tous, sur un certain nombre de points, le contraire de ce qu'il avait annoncé? Parce qu'il est devant le mur de la réalité, tout simplement. Parce qu'il sait très bien que s'il ne se conforme pas à ces exigences qui sont celles de ce qui a été négocié avec la chancelière allemande, de ce que regardent et examinent les agences de notation, donc les marchés, etc. S'il ne fait pas ça, il ne pourra plus emprunter 500 millions d'euros par jour. Est-ce qu'en prenant des exemples économiques, vous n'êtes pas en train d'évoquer des sujets sur lesquels finalement le public se laisse un peu guider par... Mais il y a d'autres sujets, le droit de vote des étrangers qui est évoqué par exemple dans cette vidéo. Je crois qu'en fait, ce qui va peut-être changer en réalité, à terme, enfin, si ce fact-checking qui ne concerne pas d'ailleurs que le rappel des promesses électorales, qui concerne le rapport aux faits en général, aux faits évoqués par les politiques, si cette pratique se développe, peut-être que ce qui va évoluer, c'est la pratique des campagnes politiques. C'est-à-dire que on se risquera peut-être un peu moins à faire des promesses. Je vais vous dire. Et il me semble qu'il y a déjà une évolution. Oui et non, parce que toute la campagne de l'adversaire d'Obama durant la présidentielle américaine, ça consistait à bombarder les écrans de télévision avec beaucoup de millions de dollars d'extraits de promesses d'Obama non tenues. Et ça n'a pas empêché son élection. Il y a quand même un risque du fact-checking, hein, c'est le risque de l'immédiateté. Oui, de l'immédiateté, oui. Et avec la réduction de la politique à des chiffres uniquement. Alors que nous sommes dans un pays où on aime les hommes, où on aime les lettres et où on aime les grandes idées. François Hollande n'a pas été élu uniquement sur les grandes idées. Alors ça peut être un autre débat, mais sur la promesse des 3%. Il n'a pas été élu uniquement sur la promesse de la réduction du déficit à 0% à la fin de son mandat. Il a été élu également autour de thématiques qui sont des thématiques autour de la justice et de l'égalité. Je crois que c'est sur le rejet de son prédécesseur. Alors, il y a le rejet de son prédécesseur, mais pas uniquement. Il a su, en toute fin de campagne, réussir à créer une forme d'alchimie auprès, en tout cas, de 55% de son électorat qui a voté plus pour lui que contre Nicolas Sarkozy. Mais une partie du peuple de gauche et une partie des Français qui ont voté pour lui se sont dit, avec lui, on aura une politique qui sera une politique un peu plus juste que celle qui était menée par Nicolas Sarkozy et un peu plus égalitaire que celle qui a été menée par Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, s'il rencontre les difficultés qu'il a avec l'opinion, ça n'est pas parce qu'on lui dit les 3% ne seront pas atteints, contrairement aux promesses à la fin de l'année 2013. Ça n'est pas uniquement autour d'une augmentation potentielle du chômage, c'est également une interrogation sur sa politique en elle-même. Et on était tout à l'heure en interrogation sur le contrat qui était passé au moment de l'élection présidentielle et les faits. Aujourd'hui, les Français n'ont pas le sentiment que la politique qui est menée par François Hollande est une politique qui apparaît comme étant, ou qui peut être teintée de justice ou d'égalité. C'est les deux premiers reproches qui sont effectués. Donc vous voyez, on ne va pas être forcément dans le détail immédiat de « il a dit ci, il n'a pas dit ça » ou le président de la République ou le Premier ministre s'est positionné de telle ou telle manière. C'est plutôt sur l'élan qui peut être donné, indépendamment des atermoiements qui peuvent être effectués concernant chacune des données prises individuellement. Il y a une chose de fond qu'il faut bien retenir, c'est qu'en réalité, dans ce pays, vous avez deux grands blocs, un bloc d'électeurs de droite, un bloc d'électeurs de gauche. Et puis, vous avez des éléments qui, au centre, sont mobiles, se rapprochent de la droite et de la gauche, et ceci depuis longtemps. Donc, quand vous êtes le candidat de la droite, vous savez sur quel bloc vous vous assurez, et donc tout votre problème de second tour va consister à attirer, donc à séduire une partie, même petite, de ce qui se trouve en face. Vous y êtes naturellement et nécessairement. L'élection se joue au centre. Non, elle ne se joue pas au centre. Elle se joue dans chaque camp, mais à condition que le candidat sache donner un certain nombre de signes qui puissent séduire des gens mobiles dans l'autre camp.
qu'est-ce qui se passe lorsque l'élection est faite? Les gens de votre camp sont les plus sensibles. Ceux qui sont en face et qui n'ont pas été séduits, eux, vous les avez contre vous et ça ne change pas. En revanche, dans votre camp, cette déception-là, cette érosion fait que votre cote dans l'opinion dégringole. Et c'est ce qui se passe chez François Hollande. Jean-Alain Lévy, vous avez parlé d'immédiateté, d'autres parlent de court-termisme. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur ce concept et sur cette réalité. Un événement, j'ai parlé tout à l'heure de l'économie comme étant quand même une actualité un peu froide, mais il y a des événements qui choquent, il y a des faits divers, il y a les multi-récidivistes, par exemple, qui constituent parfois, qui font la une, et à ce moment-là, réaction, le politique, sondeur, l'opinion pense qu'on les défend mal, là, un projet de loi, parfois qui va contredire ou pas suffisamment tenir compte de toute une législation, donc surproduction législative, mal fagotée, mal appliquée. Ça a été en tout cas une partie du reproche des Français à l'égard de Nicolas Sarkozy, en disant on a l'impression d'avoir un président qui est dans la surréactivité et parfois avec une difficulté à pouvoir lire le fil conducteur de ce qui mène l'action de Nicolas Sarkozy. Mais si celui qui lui succède n'en fait pas suffisamment en la matière, on commence à lui trouver des côtés un peu moumou. C'est également la difficulté face donc, à laquelle... Donc il y a vraiment une pression... Il y a et une pression de l'opinion et la nécessité de raconter une histoire. Alors on a beaucoup parlé de tout ce qui est storytelling, etc. Je me détache un petit peu de ça parce que raconter une histoire, c'est dire un peu parler de la France. Malgré tout, en France, on voit bien, nous, à chaque fois qu'on travaille au moment des élections, des différentes élections présidentielles, que la première des questions qui se posent aux yeux des Français, c'est qu'est-ce qu'être français ? Qu'est-ce qui fait le plaisir de vivre dans la société française et qu'est-ce qui nous singularise positivement par rapport à d'autres peuples ou par rapport à d'autres pays ? Et après, par la suite, c'est une belle façon d'approcher. Définissez-nous le type de politique que l'on va pouvoir mener pour parvenir à ce type de société à laquelle nous aspirons collectivement. Donc la finalité apparaît comme étant plus importante que les moyens. Et ce qui est frappant aussi bien chez Nicolas Sarkozy que chez François Hollande, c'est que parfois il y a une forme d'inversion de la prise de parole. En tout cas, c'est perçu comme ça par les Français. Une inversion. Au moment de l'élection présidentielle, parler très fortement de la France, et une fois l'élection présidentielle, beaucoup plus parler des problèmes des Français. Donc il y a de l'emphase pendant une élection. Il y a de l'emphase. Et ensuite, il y a du concret. Il y a une forme de dynamique. Mais oui, mais ce concret n'est pas forcément rattaché. Y a-t-il eu, de la part de Nicolas Sarkozy, au cours de la période 2007-2012, un seul discours sur la France ? Beaucoup. Pas tant que ça pour les Français. Il y a eu le discours de la Chapelle en Vercors qui a marqué au moment du débat sur l'identité nationale, mais aux yeux des Français, en tant que président de la République, il y a peu de discours qui les ont véritablement marqués. Parce que ça, là, il y a un peu d'amnésie de votre part. Ou de Français. Ah, voilà. Les sondeurs ont la mémoire. En tout cas, les Français, quand on les interroge, ils nous disent on n'a pas eu de vraie définition de ce qu'était la société française par Nicolas Sarkozy au cours de son mandat. Pas plus qu'il y a, à leurs yeux, de vrais discours sur la société française de la part de François Hollande depuis qu'il est président de la République. On pourrait d'ailleurs s'amuser à faire un parallèle entre les premiers vœux de François Mitterrand en 1981 et les premiers vœux de François Hollande en 2012, qui ont beaucoup à voir sur la forme, mais sur le fond, François Mitterrand parle énormément de la France, absolument, parle de la Pologne, parle de l'URSS, parle des grands enjeux internationaux, tandis que François Hollande est beaucoup plus sur des aspects à caractère immédiat. Chacun s'explique. François Mitterrand, en 1981, enfin le 31 décembre 1981, lui, il a confirmé d'une certaine façon le fait d'avoir été chercher des électeurs dans l'autre camp. Et donc il leur parle de la patrie française. Absolument, il emploie ce mot-là. C'est un mot qui est totalement étranger au langage de François Hollande. Il parle de sécurité. Mais bien sûr qu'il parle de sécurité. Et puis, il assume le fait, et d'autant plus, qu'il a 4 ministres communistes dans son gouvernement, que nous sommes encore en pleine guerre froide, que les Américains sont très suspicieux à l'égard de la France, qu'on n'a pas encore dégagé les espions soviétiques, etc. Bref, donc l'explication de François Mitterrand en 1981, elle est assez limpide. En ce qui concerne François Hollande le 31 décembre dernier, la question c'est quel est le cap ? C'est ce qu'on lui demande. Quelle est ma direction ? C'est ce qu'on lui demande. Qui est l'autorité ? Et dans la Ve République, tout remonte perpétuellement à l'Élysée, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il est donc obligé de refaire une sorte de carte de géographie pour les siens, plus que pour l'ensemble des Français.
Mais alors, malgré tout, je crois que dans le dialogue qu'on est en train d'avoir, nous faisons preuve peut-être pas d'une amnésie, mais d'une myopie qui est spécifique à la vie politique française. Nous parlons là de l'activité politique en général, et nous ne parlons, vous l'avez remarqué depuis le début, que de la présidence de la République. Or, dans notre pays, il y a 500 000 élus, c'est-à-dire l'activité politique est intense, elle fait dans les 36 000 communes de France, et je crois qu'il ne faudrait pas être aveugle. Je voudrais simplement dire de ce point de vue-là qu'il y a un fait qui me semble intéressant. Vous parliez tout à l'heure de court-termisme, et je crois que là, il y a effectivement quelque chose qui ronge de plus en plus la vie politique nationale, et essentiellement la vie politique nationale, du fait de l'immédiateté accrue de l'information. On parlait tout à l'heure d'Internet, on pourrait parler des chaînes d'information en continu. Le rythme de l'actualité et de l'information est de plus en plus rapide, et donc on exige systématiquement, et c'est là peut-être où les Français sont là encore contradictoires, exigeant, et vous le pointiez tout à l'heure, on ne sait jamais exactement ce qu'on attend d'un responsable politique. Quand il réagit trop vite, on s'en plaint, mais quand il ne réagit pas assez, on s'en plaint aussi. Exigeant une réaction immédiate et en même temps une prise en compte des intérêts à long terme. Et je crois que la vie politique nationale s'est accélérée. Les réactions politiques sont toujours de plus en plus rapides, de plus en plus... On est vraiment d'ailleurs de plus en plus dans la réaction, beaucoup plus que dans l'action politique. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait que le brouillage avec un programme présidentiel est de plus en plus rapide, parce qu'évidemment, l'actualité vient très rapidement bousculer les décisions qui avaient été prévues pour le long terme. Alors qu'en même temps, dans les villes de France, dans les collectivités locales qui ne sont pas soumises à ce même feu médiatique, mais qui sont en quelque sorte bousculées à nouveau tous les 6 ans, là, au contraire, il y a l'essentiel de nos élus qui travaillent avec, je crois, un vrai souci du long terme, un souci qui est permis aussi par la sérénité relative dans laquelle ils travaillent. Et donc, il y a un décalage de plus en plus grand, me semble-t-il, entre les élus locaux et les grands élus de la nation, ceux que nous voyons le plus. Et un décalage aussi dans la perception des Français, qui perçoivent de plus en plus négativement, me semble-t-il, la vie politique nationale ou les responsables politiques nationaux, qui sont peut-être de plus en plus, qui sont de moins en moins d'illusions, alors que le maire d'une commune garde encore en France quelque chose de son aura un peu classique dans sa proximité. Vous avez raison. Mais qu'est-ce que le président de la République? C'est le maire de la France. C'est-à-dire qu'en fait, les deux autorités que vous citez, le maire de sa commune et le président de la République, il est normal que nous parlions de lui comme vous deux, parce que ce sont les deux qui ont les pouvoirs d'agir. Le Premier ministre, quoi qu'on dise, il n'est peut-être pas le collaborateur du président de la République, mais il est quand même l'exécutif. Les ministres sont dans l'exécutif et l'exécution. On aimerait que l'orchestre en question soit dirigé, coordonné. Bref, on voit bien que là, ils ont affaire à beaucoup d'obstacles pour pouvoir agir, et surtout à la précarité. Il n'y a pas de contrat à durée indéterminée aussi fort que celui d'un ministre. Il ne sait pas si demain matin, il n'aura pas ses bagages à faire. Et donc, en effet, il reste dans nos institutions actuelles, mais ces institutions actuelles, elles sont le produit de l'histoire. Elles sont le produit de l'histoire parce que nous sommes un peuple qui aime avoir une direction. C'est comme ça. Alors vous me direz, ah oui, mais sous la 4e République, oui, sous la 3e République, quelle était la direction? Eh bien, c'était la continuité administrative et ministérielle, pas des chefs de gouvernement ou des présidents de la République. Sous la 5e, on a instauré une continuité institutionnelle. Et une monarchie républicaine, face auquel les Français sont extrêmement attentifs. Oui. Ce qui est, pour poursuivre un petit peu ce que vous indiquez, il y a et un rapport à l'histoire et un rapport à la culture. Oui. Nous sommes un pays qui est un pays de tradition catholique. Et ça a un certain nombre de conséquences sur les représentations des Français à l'égard de ce que doit être la politique. Quand on interroge et quand on regarde nos amis américains ou éventuellement de l'autre côté de la Manche, ils ne comprennent pas comment on peut apprécier un certain nombre de responsables politiques qui peuvent avoir dans leur vie personnelle des comportements qui peuvent apparaître comme étant extrêmement scandaleux ou profondément critiquables. Libertaire. Par exemple. Un exemple. Il y a eu un débat juste avant les élections européennes de 2009 entre François Bayrou et Daniel Cohn-Bendit. Affrontement extrêmement fort, extrêmement virulent. Où pour la première fois, sous la Ve République, à la télévision, un responsable politique interpelle un autre responsable politique et dit à l'autre responsable politique « Vous êtes potentiellement un pédophile ».
Et vous avez écrit et justifié des actes que vous avez menés au cours des années 70. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, Daniel Cohn-Bendit, parce qu'il s'agit de lui, serait mort politiquement du jour au lendemain. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on a interrogé les Français quelques semaines après ce débat, 60% des Français souhaitaient que Daniel Cohn-Bendit joue un rôle important dans la vie politique nationale, quand bien même il serait pédophile. Plus grave, ou en tout cas plus intéressant, François Bayrou, qui avait porté les stockades, a du jour au lendemain perdu la moitié de ses intentions de vote dans le cadre des élections européennes. À cause de cette notamment, il n'y a jamais un seul fait, mais ça y avait participé. Du jour au lendemain, il a perdu la moitié des Français qui se déclaraient proches du MoDem. On avait entre 10 et 12% des Français qui se déclaraient proches du MoDem depuis l'élection présidentielle de 2007 jusqu'en juin 2009. Il a perdu la moitié de soutien, c'est-à-dire qu'on avait entre 5 et 6% des Français qui se déclaraient proches du MoDem. Et le score qu'il a réalisé à la dernière élection présidentielle, c'est la conséquence de ce débat où les Français ont considéré qu'un responsable politique devait se battre non pas sur la question des mœurs, mais sur un débat qui était un débat autour de qu'est-ce que la nation, et chercher à rehausser au maximum la représentation politique et pas chercher à détruire l'adversaire. Si on prolonge encore un petit peu notre réflexion, aujourd'hui, quand nous on interroge les Français, peu de personnes se souviennent de ce débat. Et peu de personnes vont théoriser le fait qu'aujourd'hui, ils se sont détachés de François Bayrou à la suite de ce débat. Nous, quand on refait l'histoire et quand on voit les mesures qui ont été prises les unes après les autres, objectivement, il y a ce décrochage qui s'effectue. Subjectivement, les Français ne se le reconnaissent pas et ne se l'avouent pas eux-mêmes. Donc, on est face à cette forme d'amnésie qui est une amnésie sélective, doublée d'une rémanence, c'est-à-dire qu'il y a un fait qui les a marqués et qui a modifié considérablement leur rapport aux responsables politiques et leur rapport en termes de comportement électoral. Il y a aussi un avantage à l'amnésie. Il y a, en politique, un avantage à l'amnésie. Évidemment, l'amnésie, c'est, d'une certaine façon, le même mot proche de amnistie. Amnésie, amnistie. Si on n'efface pas ce qui a été fait, mais on est destiné à la guerre civile perpétuelle. La France en sait quelque chose des guerres civiles. Mais si les politiques ne passaient pas le grand effaceur, la grande gomme, le grand chiffon sur le passé, mais on perpétuerait des haines et des rancunes dont on ne sortirait pas. Vieil exemple, puisque nous aimons la monarchie. Quand Henri IV arrive dans Paris, à l'issue, la Saint-Barthélemy, c'est 20 ans plus tôt. Il arrive dans Paris, il s'est converti. Qu'est-ce qu'il dit? Le roi ne sait rien. Le roi ne sait rien. Ça veut dire que, effectivement, non pas qu'il n'ait pas de mémoire, mais il efface de son action la mémoire qui pourrait rallumer encore la guerre civile. Un homme d'État doit être capable de faire ça. Que disait Mitterrand et que dit encore Chirac aujourd'hui? Ce que je me réjouis d'avoir fait, c'était d'empêcher la guerre civile. Mais il y a quand même une difficulté, c'est-à-dire que il y a une amnésie fondée et une amnésie, me semble-t-il, infondée et dangereuse. Lorsqu'Henri IV dit qu'il oublie, il oublie au nom de l'avenir. Et l'avenir est effectivement une bonne motivation pour oublier le passé. Oublier le passé, accepter de sacrifier le passé lorsque c'est pour l'avenir, me semble être une cause légitime d'amnésie, et c'est celle que fait Henri IV. Le drame, c'est quand le responsable politique oublie le passé au nom du présent, au nom d'un intérêt présent, d'une opportunité immédiate. Et là, pour le coup, il y a un véritable scandale. Et je crois qu'il faut dire, malgré tout, qu'il y a un scandale de l'amnésie, un scandale du court-termisme, et que le monde politique se satisfait trop souvent de l'inconsistance de nos dirigeants. Enfin, on ne peut pas quand même dialoguer sur la question de la mémoire politique sans pointer du doigt la dissociation de plus en plus forte et de plus en plus violente, me semble-t-il, enfin, je ne sais pas si elle est quantifiée dans les sondages, mais en tous les cas, elle s'expérimente, la désillusion de plus en plus grande que les Français entretiennent vis-à-vis de leurs responsables politiques. Qui croit encore les promesses des responsables politiques? Qui les croit? Il me semble que la dernière campagne nous a donné un exemple flagrant d'une campagne présidentielle faite de résignation, faite de désillusion. C'est-à-dire une campagne de, un peu, il faut bien le dire, de désespoir vis-à-vis de la politique. C'est-à-dire,
plus personne. Et on voyait quand même des débats politiques qui se terminaient par l'aveu que de toutes les façons, personne ne tiendrait ses promesses. Parce que le réel, comme vous le disiez tout à l'heure, le mur du réel allait rappeler les responsables politiques à la réalité. À l'ordre. Non, pas la désillusion, parce que la désillusion se traduit par l'abstention. Absolument. Vous avez eu un taux de participation en 2007 qui n'avait jamais été aussi élevé, et vous avez encore eu un taux de participation élevé à la dernière campagne présidentielle. S'il y avait la désillusion et la déception générale dont vous parlez, les gens ils s'abstiendraient de voter. Je crois qu'il y avait surtout la puissance d'un rejet des deux côtés. Un rejet très fort de Nicolas Sarkozy du côté du peuple de gauche, un rejet très fort de la politique de gauche du côté du peuple de droite. Mais enfin, je ne crois pas que cette campagne... Je suis d'accord avec vous pour dire que 2007, me semble-t-il, a fait rêver les gens. Parce qu'on avait l'impression de voir, à tort ou à raison, peut-être était-ce un effet de l'amnésie des Français, des personnes neuves. D'un côté, Ségolène Royal, qui avait gagné contre son parti, de l'autre côté, Nicolas Sarkozy aussi. Et là, les gens se sont dit, mais au fond, peut-être peut-on encore y croire. 2007 a été l'occasion d'un formidable toilettage, y compris de la rhétorique politique. Et d'un changement dans le mode même d'expression. 2007 a été aussi suivi, je crois qu'il faut le reconnaître aussi, d'une grande désillusion. Et 2012 n'a pas du tout ressemblé à 2007 de ce point de vue-là. Il suffit de regarder l'implication de la jeune génération. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire quelque chose qui me semble important aussi. Lorsque je parle de l'avenir, je pense que l'amnésie, c'est l'oubli de l'histoire et trop souvent aussi l'oubli de demain. Les deux vont ensemble. Quand on se souvient du passé, je le disais tout à l'heure, quand on se souvient de son expérience, c'est pour la prolonger en quelque sorte dans l'avenir. C'est la première forme de l'apprentissage. On sait que ce qui est arrivé hier risque de se reproduire demain dans les mêmes conditions si on recommence la même expérience. De ce point de vue-là, il me semble que l'amnésie dont nous parlons depuis tout à l'heure est aussi en quelque sorte corrélative à l'oubli de l'avenir. À l'oubli, et là pour le coup encore une fois très grave, par la politique de l'avenir. Qu'est-ce que c'est que la situation d'endettement dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, si ce n'est précisément cet oubli de l'avenir? C'est-à-dire que nous avons accepté de construire un modèle temporaire d'action politique sur le sacrifice du futur. Autrement dit, en quelque sorte, sur la spoliation des générations qui viennent. Oui, d'accord. Et vous voyez l'homme politique qui va dire non, je ne paye plus la sécurité sociale, je ne paye plus les dépenses publiques. Aujourd'hui, ils sont un peu obligés d'en venir à des mesures d'économie qui vont devoir vous avez vu comment limiter Pour le les moment, dépenses. c'est 30 milliards d'augmentation d'impôts. D'accord, mais on sait que ça donc aura une limite. les diminutions de dépenses, ils le disent. Pour le moment, on ne les voit pas encore. De toutes les façons, il faudra que ce politique-là vienne. C'est-à-dire qu'il faudra que vienne un politique qui accepte de dire vous m'avez donné, si vous me donnez un mandat, ce que Nicolas Sarkozy avait un peu fait en 2007. Je dis maintenant ce que je vais faire pour comme ça vous ne direz pas que vous serez surpris, mais un responsable politique qui dise donnez-moi un mandat et ensuite vous me donnez vraiment le temps de mon mandat, c'est-à-dire vous me donnez vraiment 5 ans, au bout de 5 ans je rendrai des comptes et j'accepte la perspective de me sacrifier. C'est ce que vous dit François Hollande. Je ne crois pas exactement. Vous ne le croyez pas, mais c'est quand même ce qu'il vous dit. C'est effectivement ce que disent souvent les responsables politiques. Laissez-moi un peu de temps et vous verrez la cohérence de mon action à la fin de mon mandat. Et en général, à la fin du premier mandat, on dit j'ai semé, il va falloir que je récolte au cours du deuxième mandat. On sait qu'il y a des formes de recettes un petit peu toutes faites. Il y a deux éléments moi, qui me paraissent extrêmement intéressants. Le premier élément, c'est celui que vous avez soulevé, c'est-à-dire que malgré tout en France, même de la part du peuple de droite aujourd'hui, on déclare qu'il est important d'avoir des systèmes de solidarité. Et on est des seuls pays au monde où on dit que la place de la sécurité sociale, que la place du lien entre les différentes générations à travers le système de retraite par répartition doit persister. Et puis le deuxième aspect, même si, concernant les recettes, les Français ne sont pas tout à fait d'accord, est-ce qu'il y a une recette magique ou pas, il y a une vraie évolution du rapport à la dette. Et aujourd'hui, les Français ne veulent plus qu'on hypothèque. C'est-à-dire qu'autant au cours des années 90, et on rappelait tout à l'heure l'événement de Alain Juppé qui déclarait « Nous avons des difficultés à caractère économique, il faut prendre des mesures », les Français disaient « C'est pas vrai ». On ne vous croit pas une seule seconde. Là, c'est difficile de le nier, quand même. C'est de réalité. Non. Les Français arrivent à des extrémités. Aujourd'hui, pas en 95. En 95, on était également un système où un certain nombre d'économistes et d'experts pointaient les difficultés et l'urgence à agir, ce que ne croyaient absolument pas les Français. Il s'est passé 15 ans. Et depuis au cours de ces 15 dernières années notamment, il y a eu une très forte évolution du rapport à la dette, du rapport au déficit, qui était une dimension qui apparaissait comme étant une dimension comptable au cours des années 90 et qui aujourd'hui interroge justement sur qu'est-ce que la société française et ne risquons-nous pas, en maintenant ce système de dette, d'obérer ce à quoi les Français sont attachés, c'est-à-dire les différents systèmes de solidarité. Alors moi j'aimerais qu'entre l'homme de presse et le sondeur, il y ait pour finir un peu une analyse sur ce jeu qui se joue tous les jours entre vous les sondeurs qui nourrissez la presse de tout ce que vous ressortez de l'évolution de l'opinion, et tout ça qui agite au fond le quotidien médiatique.
Est-ce que c'est pas ça qui, de plus en plus, accélère ce court-termisme et ces contradictions dans la conduite des affaires publiques? Bon, le court-termisme, naturellement, il se traduit par l'information instantanée, Internet, les chaînes d'information 24 heures sur 24, concurrentes les unes des autres, donc les caméras de télévision qui sont à la source de l'information constante, mais il est aussi dans les institutions. Nous avions un septennat qui avait été construit pour durer plus longtemps que le mandat parlementaire, 5 ans ou 6 ans ou 9 ans. Et donc le septennat s'inscrivait dans cette moyenne. Bon, pour des raisons politiques du moment, c'est-à-dire au fond la volonté de Valéry Giscard d'Estaing et de Lionel Jospin concomitante, on a proposé à Jacques Chirac qui s'est dit « je prends », parce que si je ne prends pas, je ne serai peut-être pas réélu. Et donc, le mandat a été réduit à 5 ans. Mais le mandat réduit à 5 ans, c'est vrai que cela nous met un peu dans la situation de la démocratie d'opinion américaine, où les députés sont élus pour 2 ans renouvelables, c'est vrai, mais où les élections sont quasiment permanentes. Chez nous aussi. Chez nous aussi. Cette année 2013 est une année exceptionnelle, parce qu'il n'y aura pas d'élection, sauf peut-être 1 ou 2 partielles. Mais non, il n'y a pas d'élection. En 2014, en revanche, on revient dans des élections, les municipales, les européennes, puis on déporte les cantonales et les régionales à 2015. En 2016, il y aura la préparation de la présidentielle. Et donc, nous reviendrons à un rythme à peu près normal. Donc, pour le milieu politique, il est évident qu'on va d'étape en étape. Le public, lui, l'opinion, l'électeur, ce qu'il demande, c'est qu'on lui fournisse un cadre dans lequel il va bâtir ses entreprises, il va bâtir sa prospérité, il va bâtir sa propre vie. Le reste, c'est effectivement du théâtre politique. Mais ce théâtre politique, il est essentiel puisqu'il constitue le cadre du reste. Alors là, nous avons besoin des analyses de notre ami. Merci. On peut rappeler déjà que la France, c'est le pays qui commande le plus de sondages publiés. Au monde. Et celui qui consomme le plus de tranquillisants. Le parallèle était le plus de sondages. Je ne serais pas allé jusque-là, François, mais en tout cas, j'aurais pas fait le parallèle. Donc c'est le pays de la prospérité des instituts de sondage. Oui, jamais assez de mon point de vue, mais en tout cas, on publie le plus, parce qu'on est perpétuellement en train de s'interroger. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'être français? Et est-ce qu'on n'a pas notre mot à dire? Nous sommes un pays qui est quand même. Vous avez dit que Sarkozy n'avait pas fait suffisamment. On a un pays qui aime les révoltes, qui aime la confrontation, qui aime débattre, qui aime pouvoir échanger. Et le matin, au café, entre amis, ce qu'on fait, on discute, on échange, on parle de l'opinion et on va interpeller le politique. Nous sommes le pays qui parle le plus de sondages, nous sommes le pays qui commande le plus de sondages, nous sommes le pays qui parle le plus de politique. Mais le sondage, c'est pas le dialogue. Alors, le sondage, c'est cette espèce de majorité qui tombe sur un sujet et qui ferme le débat. Est-ce que vous avez déjà vu un matin quelqu'un qui lit un sondage au café? Non. Il dit « j'aurais jamais répondu ça ». Et à ce moment-là, le débat s'engage. Donc c'est un prétexte pour pouvoir lancer un débat. Et pour reprendre un petit peu la thématique que vous avez évoquée tout à l'heure sur le rapport au politique, sur celui qui peut exister, notamment différencié entre le rapport au politique au niveau national et celui qui peut exister au niveau local, l'avantage avec le maire, c'est qu'on peut l'attraper. C'est pour ça qu'on l'apprécie bien. On sait que si jamais on a un problème, quel que soit le problème, même si on sait pertinemment que le maire ne peut rien faire, on va aller le voir. On va aller le voir et lui saura quel levier actionner, qui aller voir pour pouvoir faire en sorte que le problème soit résolu. Le problème, c'est qu'avec le président de la République, qu'on apprécie énormément, on ne peut pas l'attraper. Donc on va se servir des sondages pour lui faire passer un certain nombre de messages. Et le rapport à la politique, c'est un rapport d'amour déçu. C'est-à-dire que les Français attendent énormément de la politique, considèrent que n'importe quel petit problème doit de toute façon remonter à l'Élysée parce que l'Élysée, c'est le garant de l'intérêt général, c'est le garant de l'égalité, mais que comme on n'arrive pas toujours à lui parler, on va se servir des sondages. Et souvent dans les salles, alors on ne va pas faire l'expérience ici, la critique qui nous est faite à nous sondeurs, c'est pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de sondages, c'est et pourquoi moi je suis jamais interrogé? Parce que j'aimerais aussi pouvoir donner mon avis. Et nous on pose la question souvent à la fin des sondages où on leur demande, voilà, j'ai peut-être un petit commentaire à nous faire dessus. La première réponse, la réponse majoritaire qu'on a, c'est merci.
merci de m'avoir donné la parole, merci d'avoir pu exprimer. C'est sympa parce que parfois il passe 20 minutes, une demi-heure à répondre à des questions qui se seraient jamais posées, qui nous intéressent, qui intéressent nos commanditaires, mais en tout cas il passe ce temps bénévolement à répondre à ce type d'enquête. Donc on a un pays qui a envie de participer, qui a envie de prendre la parole, qui a envie de confronter son avis et qui a envie en permanence d'interpeller le politique en le ramenant à une forme de raison. Et alors la bizarrerie, c'est qu'au fond, le référendum, qui constitue l'idéal de ce que vous dites, le référendum est peu utilisé dans ce pays. Il est réservé au président de la République. Il est réservé au président de la République. Je ne parle pas du référendum d'initiative populaire. Il faut 4,5 millions de personnes, 186 députés, etc. Bon, bref. Donc, en gros, impossible. Il est réservé au président de la République. Et jusqu'à présent, le président de la République l'a utilisé avec beaucoup de parcimonie. Pourquoi ? Parce que tant que c'était le général de Gaulle, il s'engageait. Bon, c'était lui qui posait la question. Et donc, si jamais vous répondez non, je m'en vais. Il s'en va. Bon. Il est parti. Et depuis, François Mitterrand et Jacques Chirac, qui ont fait voter, qui ont soumis telle ou telle question au référendum, eh bien, sont restés, Jacques Chirac, avec notamment le référendum sur l'Europe. Non seulement ça a été non, mais ensuite, on a renégocié comme si ça avait été oui. Ce qui est quand même très français. Il y avait eu le référendum de 2000 également sur le passage au quinquennat, où il n'y avait pas eu d'engagement extrêmement fort de la part de l'ancien président de la République. Et on peut même rappeler le référendum en Corse, même s'il est localisé, qui avait été organisé notamment par Nicolas Sarkozy. Oui. Le non était majoritaire. Nicolas Sarkozy n'a pas démissionné. Et j'ai cru comprendre qu'il avait suivi une carrière politique par la suite. François-Xavier Bellamy, vous êtes parmi nous le politique, et en plus le plus jeune. Alors, dites-nous, vous allez avoir le mot de la fin. En quoi votre génération sera-t-elle, est-elle une génération d'hommes et de femmes politiques qui vont avoir la mémoire longue ? Je ne sais pas si je suis un politique, mais en tous les cas, vous l'avez dit, je suis assez jeune. Et il me semble que la description que vous faisiez du rapport à la politique, c'est la description, au fond, d'une sorte d'immaturité politique. Enfin, je pense que, au fond, le rapport que vous décrivez à la politique est un rapport un peu adolescent, c'est-à-dire celui qui aime s'exprimer, qui vit aussi dans l'instant, qui veut donner son avis, qui est content quand on lui donne l'occasion de donner son avis. Je pense que notre génération, peut-être, va être contrainte par le mur du réel à une forme de maturité politique et peut-être à accepter précisément. Je remarque, et je trouve que de ce point de vue-là, 2012, là encore, a été aussi un moment important. Je remarque, par exemple, la promesse de François Hollande des 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale a été un véritable boulet pour lui. En fait, il pensait sans doute que ça allait, un peu comme dans la politique à l'ancienne, vous voyez, favoriser sa candidature. En réalité, on le lui a reproché comme une forme d'irresponsabilité. Et peut-être c'est le symptôme que les Français sont contraints, justement par ce mur du réel, à une forme de maturité plus grande et qui sera peut-être celle de notre génération, celle à laquelle notre génération... Voilà un message d'espoir pour finir. Messieurs, merci. Beau début de saison 2013. Restez-nous fidèles tous les mardis, ici même, au Collège des Bernardins. Bonsoir.